STV, your TV. Bonsoir. Quelle perception les avocats francophones ont-ils des revendications de leurs confrères anglophones? La question a-t-elle été débattue entre avocats francophones d'une part, entre avocats francophones et avocats anglophones d'autre part? Quelle est la position définitive de l'ordre des avocats du Cameroun? Des questions et d'autres que nous allons développer dans un instant avec notre invité. C'est d'ailleurs un avocat au barreau du Cameroun. Arbitre, médiateur, conciliateur, il intègre le barreau du Cameroun en mai 1980. En 2010, à l'université de Grenoble 2, c'est en France, avec mention très honorable. À l'observation, notre invité est un apprenant assez brillant, comme le montre son parcours qu'on va brièvement, son cursus qu'on va brièvement parcourir. En 2010 donc, il a un doctorat en droit de la sécurité internationale et de la défense. La soutenance a eu lieu le 28 mai, mention très honorable. 2003, DEA sorti du grade de master en droit de la sécurité internationale et la défense, mention assez bien, toujours, non, cette fois à l'université Pierre Mendès France de Grenoble 2, c'est en France. 1986, maîtrise en droit privé, option carrière judiciaire, université de Yaoundé, donc c'est un pur produit de l'université camerounaise. 1985, licence en droit privé, mention assez bien, université de Yaoundé. 82, baccalauréat de l'enseignement général A4 allemand. Mention assez bien et vice-major du lycée DEA. Il est donc bon de noter qu'à son actif, on compte également plusieurs publications pratiques des modes alternatifs de règlement des conflits au Cameroun, la Grande Guerre africaine, thèse de doctorat en droit, de la sécurité internationale de la défense, la saisie, attribution de créances au regard de la jurisprudence de la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'OADA, audit du système juridique et judiciaire de l'État d'Haïti, étude d'élaboration des normes de sécurité, des normes de police portuaire au Cameroun et proposition de mécanismes de contrôle de leur application. La liste est loin d'être exhaustive. Déjà installé dans le mythique fauteuil rouge, que j'ai dit bonsoir à l'invité de ce soir, Maître Célestin Kango. Bonsoir, Maître. Bonsoir, Monsieur Dipita. Et bonne année, c'est la première fois qu'on se rencontre dans le cadre de mes meilleurs vœux à vous et à votre famille. Alors on vient de le parcourir, on vient de le voir, un parcours assez riche, mais la première question qui me vient à l'esprit, c'est pourquoi avoir choisi le droit? J'ai choisi le droit parce que mon père était un activiste politique, et c'était un activiste politique. Il y a d'ailleurs entraîné un nombre de membres de sa famille, et c'est fuyant les répressions contre l'UPC dans la zone de Douala, ensuite DEA, que mon père se retrouvait à Kribi. Alors son vœu le plus cher était de voir un jour son fils défendre le droit, défendre la justice. Donc on peut clairement dire que vous êtes fils d'UPCiste. Je suis dans une famille UPCiste. Je n'ai pas honte de le dire. Alors, épris de justice? Très épris de justice. C'est-à-dire que votre enfance vous a certainement donné envie de faire un certain nombre de réparations, peut-être vis-à-vis de l'histoire. Vous avez vécu les mouvements difficiles certainement que l'UPC a dû mener à l'époque de l'indépendance. Non, disons, puisque je suis né après l'indépendance, donc je n'ai pas connu dans la chair les souffrances des martyrs de l'UPC. Par contre, il m'est arrivé pour racheter le temps. Pour racheter le temps, je me suis impliqué dans beaucoup de procès. J'ai représenté des causes à caractère humanitaire. Comme lesquels, par exemple? Il y a beaucoup de cas. Il y a les agents de la régie Fercam que j'ai représentés. Il y a dans le secteur maritime, il y a des marins. J'ai été
Je me suis retrouvé dans le cadre du braquage des jeunes gens vers les années 90. Les 87, les jeunes gens qui avaient braqué une banque à la Bissic à Bonabéry. Je me suis retrouvé même dans le cadre des affaires de l'équipe nationale du grand banditisme qui ont sévi dans les années 90 à Douala. Bon, sans compter des causes peu connues, c'est-à-dire des femmes, des veuves en détresse, des orphelins en détresse. Alors quel genre d'apprenant étiez-vous plus jeune? Scolaire, académique? Ce que je peux dire de moi, c'est que j'étais quelqu'un de très curieux. Donc mes notes même scolaires ne reflétaient pas véritablement mon niveau. Parce que j'étais quelqu'un qui était toujours à la recherche des sentiers non battus. Donc j'essayais d'explorer des univers nouveaux. C'est pour ça qu'en littérature, par exemple, quand on nous faisait, la plupart d'étudiants, d'élèves aimaient la dissertation. Moi, j'ai fait tous les genres. J'ai fait les commentaires de textes, la contraction de textes. Et aujourd'hui, ça m'a beaucoup aidé. Donc, j'aimais toujours ce qui est difficile. Et je présume qu'à travers vos études ou dans le cadre de l'exercice de vos fonctions, de vos activités, de votre profession d'avocat, vous avez certainement parcouru le Cameroun du nord au sud, de l'est à l'ouest. Pas seulement le Cameroun, l'Afrique et même le monde. Donc, j'ai fait tous les continents, plusieurs fois, tous les 5 continents. J'ai fait l'Afrique, sauf les pays maghrébins où je n'ai pas été dans les pays maghrébins, mais j'ai fait toute l'Afrique, du Sénégal jusque vers l'océan Indien. J'ai parcouru Afrique du Sud partout, Zimbabwe, Kenya partout. Vous avez certainement l'expérience de la pratique du droit dans le common law. Absolument, absolument. Et c'est ce qui m'a amené à beaucoup m'intéresser à la situation de nos confrères anglophones en particulier, et d'une manière générale, le traitement qui est réservé dans notre pays aux anglophones. Avez-vous exercé votre profession dans la partie anglophone justement du Cameroun? Non, par contre, j'ai eu à traiter des dossiers dans des pays anglo-saxons. J'ai eu des dossiers aux États-Unis d'Amérique. J'ai donné des cours à l'université de Lagos. Donc, je suis très proche des anglophones en général. Alors, de façon générale, quand on est avocat francophone, peut-on facilement s'accommoder à la pratique du droit en zone anglophone? Donc, d'abord, ce n'est pas une question de règles de droit. Les règles de droit sont universelles, dont les grands principes juridiques sont les mêmes. Mais c'est un état d'esprit, c'est une mentalité, c'est une culture. C'est une culture. Les francophones, d'une manière générale, n'ont pas en eux la culture démocratique. Et dans les pays anglo-saxons, cela est manifeste. Donc le véritable problème que rencontrent les francophones, que pourrait rencontrer un francophone, lorsqu'il se frotte au système de la common law, c'est celui de la culture. Qu'est-ce qui a fait sa spécificité? Ce qui fait sa spécificité, c'est le respect des droits de l'homme, d'une manière générale. Vous ne verrez pas un magistrat qui est imbu de lui-même, qui regarde un avocat avec condescendance. Vous ne verrez pas un avocat qui s'adresse aux gens n'importe comment ou qui donne des conseils qui sont manifestement faux. Vous ne verrez pas des grands pas dans la justice ou des petits. Devant la justice, tout le monde est égal. Il y a une égalité parfaite au niveau du traitement que l'on réserve aux justiciables. Donc là, au-delà de la pratique du droit, on met davantage les qualités morales. Les qualités morales, c'est ça. L'intégrité. L'intégrité, la compétence. La compétence est reconnue, elle est même célébrée. L'intégrité est exaltée. Donc vous avez dans le système anglo-saxon, dans le système juridique anglo-saxon, cette hantise de toujours s'en tenir à ce qui est prévu par la loi, according to the law. Que dit la loi par rapport à tel sujet? Et vous dites que la différence avec les francophones, c'est simplement au niveau culturel. C'est au niveau... Moi, les francophones, je préfère encore dire les francophones d'Afrique. Parce que la culture que nous avons dans la zone francophone n'a rien à voir avec la culture française. Donc, un jeune Camerounais qui a grandi en France est totalement perdu quand il est au contact
de la culture francophone, que ce soit dans le domaine judiciaire ou dans la vie courante. Donc nous avons eu un problème, on a été extrêmement maltraités. Les colons nous ont beaucoup maltraités. Les francophones, vous dites? Les francophones. Depuis le départ des Allemands du Cameroun, en 1916, lorsque le corps expéditionnaire franco-britannique a fait son entrée au Cameroun, c'est là où tout notre malheur a commencé. Tout notre malheur est parti de là, parce que bien que ce soit un Anglais qui dirigeait ce corps expéditionnaire, je crois le général Dobel, qui était assisté d'un Français, le général, son nom me reviendra, c'est pas très important, Meyer, le colonel Meyer, la partie anglo-saxonne, la partie ouest du Cameroun a été rattachée au Nigeria. Donc ils ont évolué sous le système britannique en vigueur au Nigeria. Mais nous avons été soumis franchement à des brimades terribles. Donc on a subi comme un traumatisme, vous le direz? Ah oui, et ça vous marque les esprits. Ça vous marque les esprits parce que la plupart des commissaires du gouvernement français, c'est comme ça qu'on les appelait, avant qu'ils ne se transforment en haut commissaire, la plupart de ces commissaires avaient un seul slogan à avoir, un seul mot d'ordre, c'était défendre les intérêts de la France par tous les moyens. Il fallait écraser la population. Il fallait exploiter, juste exploiter les populations, exploiter les richesses du sol et du sous-sol. Les populations ont été extrêmement brimées dans les zones francophones. Alors, les avocats anglophones ont fait un certain nombre de revendications. Je vais en citer quelques-unes. Les avocats du common law s'opposent farouchement à la dilution du système civil anglo-saxon au profit du code civil napoléonien et revendiquent entre autres le respect du dualisme juridique de l'État du Cameroun, le retrait des magistrats francophones de leurs tribunaux ainsi que la création d'une chambre de la common law à la Cour suprême. Partagez-vous ces revendications-là? Je commence d'abord par vous dire que je ne parle pas au nom du barreau du Cameroun. Absolument. Le barreau est représenté par un organe dirigeant qu'on appelle le Conseil de l'ordre, à la tête duquel se trouve le bâtonnier de l'ordre, qui nous représente dans la vie civile. Et c'est le bâtonnier qui peut donner la position du barreau par rapport à un sujet. Encore faudrait-il qu'il ait eu l'assentiment, le quorum, la majorité au sein du Conseil de l'ordre. Sinon, on pourrait assister à des positions aussi inconsidérées. Donc là, je parle à mon nom. Et je parle à mon nom et cela n'engage que ma propre personne. Alors, donc, si on y va pas à pas, d'abord, les avocats s'opposent à la dilution du système civil anglo-saxon au profit du code civil. Bon, je pense que c'est une... Vous voyez, nous sommes devant une situation assez complexe. Nous avions au départ deux systèmes. Nous avions au départ deux systèmes. Le système du droit civil est basé sur les codes, le code civil, les différents codes. Alors que le système anglo-saxon, c'est un droit casuistique, où c'est la jurisprudence qui influence la pratique. C'est-à-dire on se sert des cas précédents, des cas déjà traités, et ce sont ces cas traités dans le passé qui inspirent le présent avec des modifications en tenant compte de l'évolution de la société ou même de l'apport de la technologie. Mais aujourd'hui, nous nous sommes retrouvés, on a formé un État unitaire, mais est-ce que l'unité signifie l'uniformisation? C'est-à-dire avoir un même système partout. Alors, si vous voulez parler d'uniformisation, c'est très difficile. Quelqu'un est habitué à manger le poisson depuis sa naissance. Vous êtes habitué à manger la viande. Bon, quel est donc le système qui va dominer? En même temps, il faut cultiver le vivre ensemble. Je veux dire que dans l'unité, on ne va pas non plus... Non, le vivre ensemble ne m'empêche pas. Mon épouse aime la viande, moi j'aime le poisson. On n'a jamais eu de problème de nature gastronomique ou dans l'art culinaire, jamais. Chacun a ses goûts en matière culinaire. Donc, je pense que le problème qui se pose, c'est que... Il faut absolument préserver ce dualisme. Mais s'ils aiment leur système, moi, je suis d'accord avec eux. D'ailleurs, que leur système, je le trouve meilleur. Et même quand on parle d'un droit casuistique, il évolue.
Il évolue parce qu'il y a des actes dans le système américain, il y a des actes même dans le système anglais. C'est-à-dire qu'on légifère sur des grandes questions, on pose des grandes bases juridiques sur des sujets de société, et maintenant les interprétations se feront au cas par cas. Monsieur Dipita Tongok, un homme de loi comme moi, surpris en train de voler, ne sera pas jugé comme vous. Je suis censé être un modèle dans la société. Je suis censé connaître la loi et les conséquences de la violation de la loi pénale. Vous n'êtes pas supposé le savoir, même si on dit nul n'est censé ignorer la loi. Donc, dans ces conditions, si on vous juge avec moi au même moment pour les mêmes faits, nous ne devrons pas être condamnés de la même manière. C'est à peu près ça, le système anglo-saxon, ou le système de la common law, pour être plus précis. Alors, une autre revendication qui a certainement fait grincer les dents, le retrait des magistrats francophones de leurs tribunaux. Je veux dire, des juridictions installées dans la zone anglophone. Le problème ne s'est pas posé au niveau de la présence des magistrats francophones dans la partie anglo-saxonne. Le problème s'est posé au niveau des magistrats francophones qui ne comprenaient pas, en tout cas qui ne s'expriment pas en anglais. Et c'est ça qui est inadmissible. Puisque tous les fonctionnaires anglophones qui sont affectés en zone francophone s'expriment, écrivent même en français, même si parfois l'écriture est approximative, mais ils font des efforts. Mais depuis quelque temps, on a assisté à une espèce de déferlante où on a envoyé dans des partis anglo-saxons des gens qui ne comprenaient pas l'anglais, en tout cas qui ne s'exprimaient pas en anglais. Ils obligeaient, et fait plus grave, ils obligent les populations qui sont de culture, qui ont pour langue maternelle, entre guillemets, l'anglais, on les oblige à s'exprimer en français. C'est intolérable. C'est donc inadmissible. la justiciable était obligée. Oui, c'est inadmissible. C'est ça le problème. Et donc ce n'est pas le fait d'avoir des francophones dans la zone anglo-saxonne, mais des francophones qui ne s'expriment pas en anglais. Il faut pouvoir se faire comprendre. Il fallait donc envoyer pour une justice certainement il y a des francophones qui sont parfaitement bilingues, qui s'expriment bien en anglais à tout le moins, et qui travaillent dans ces zones et qui n'avaient pas de problème. Mais nous avons constaté que depuis quelque temps, la plupart des fonctionnaires qu'on envoyait dans ces zones ne s'exprimaient pas du tout en français. Et peut avoir conséquence la création d'une chambre de la common law au niveau de la Cour suprême. Ce qui est d'ailleurs normal, puisque si vous allez d'une base, si au départ de la procédure judiciaire, au départ d'une affaire, la loi appliquée est une loi qui relève d'un système de la common law, comment voulez-vous qu'au final, au niveau de la Cour suprême, ce soit un francophone de culture française qui puisse juger une affaire qui a été examinée sous le prisme d'un système différent. Donc il faut donc autonomiser au niveau de la Chambre de la Cour suprême l'examen des dossiers qui ont été jugés devant les tribunaux et devant les cours d'appel des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Mais depuis justement que les anglophones, les avocats anglophones se font entendre, on n'a pas beaucoup senti le soutien de leurs confrères francophones. Comme un mutisme, je veux dire, l'opinion a le sentiment que c'est une question qui ne regarde que les autres. Où sont les avocats francophones depuis le début de cette histoire-là? Allez poser la question aux bâtonniers. Je me suis également posé cette question. Vous savez, les avocats ce sont des lanceurs d'alerte dans toutes les sociétés qui se respectent. Les avocats sont la voix des sans-voix. Mais si donc le chien n'aboie plus, ça veut dire qu'il y a un problème. Il devient même nuisible. Donc je n'ai pas compris personnellement comment, devant des faits sociaux très graves, le barreau est resté muet. Quelques avocats se sont engagés dans des débats publics, ont donné leur position ça et là, mais la réaction du barreau était... Je veux dire qu'indépendamment du barreau, est-ce que entre vous, avocats francophones, il n'y en a pas qui ont abordé la question? Je veux dire, vous n'en avez pas discuté entre vous? Moi, j'ai abordé la question dans les médias.
Peut-être pas dans votre média, mais non, je veux dire loin des médias. Entre vous, dans les cercles de réflexion... Nous en parlons. Et comment se pose le problème à ce niveau? Vous savez, Monsieur Dipita, votre question quand même m'oblige à sortir un peu de ma réserve pour dire que nous assistons à quelque chose de très grave qui n'affecte pas que les avocats, mais un peu toute la société camerounaise. Mais le fait que les avocats soient comme les garants du respect de la loi, c'est ça qui rend la chose extrêmement pathétique et même dramatique. Vous voyez, c'est un corps d'élite. C'est un corps d'élite. C'est un corps qui doit être représenté par des gens qui sont au-dessus de tout soupçon. Il faut que votre compétence, votre intégrité, il faut remplir un certain nombre de critères pour parler au nom des autres. Mais qu'est-ce que nous avons? Nous assistons à quoi dans notre barreau? Depuis quelques années, depuis une vingtaine d'années si vous voulez, nous assistons à une espèce d'élitement de la vie morale dans le barreau. Les candidats dépensent beaucoup d'argent. Ils font transporter les avocats, leurs confrères, ils les hébergent, ils leur donnent de la nourriture, glissent quelques enveloppes, et ce sont ceux-là qui passent. Et est devenu bâtonnier au membre du Conseil de l'ordre. Je ne sais pas si la préoccupation sera de défendre véritablement la justice. Qu'est-ce que vous avez à dépenser tant de millions? On m'a donné des chiffres une fois, j'ai eu le vertige, j'ai été candidat, je crois, 2 fois. Vous pourriez nous en faire la confidence aussi. Hein? Ah non, j'ai été candidat 2 fois. Si vous voulez, vous pourriez taire les noms, mais essayez de nous dire un peu à quoi peut correspondre la vie ou l'ambiance financière dans je vous dis que des gens dépensent parfois plus de 30 millions. Pour une élection. Pour une élection, je ne comprends pas comment. Dans une élection, pour représenter des gens considérés comme l'élite, j'avais dit aux confrères que, écoutez confrères. Vous êtes candidat en quelle année? Je ne me souviens plus. Vous aviez qui en face? Il y a 4 ans. Il y a 4 ans, je crois il y a 4 ans, 4 ou 5 ans, puisque les mandats se sont un peu chevauchés. Il y a quelques années, j'ai été candidat il y a peut-être 15 ans. Donc, toujours... Vous aviez qui en face? Moi en face, non, il y avait beaucoup de candidats. Alors, vous disiez, qu'avez-vous dit à vos confrères? Moi, j'ai dit aux confrères, vous là, vous êtes des avocats. C'est vous que la société regarde. C'est vous, vous êtes les symboles de la justice. C'est de vous qu'on doit tirer la sagesse. Est-ce qu'il est normal que vous alliez voter pour quelqu'un parce qu'il vous a donné, vous avez été invité dans un restaurant, une cuisse de poulet, un verre de bière? Est-ce qu'il est normal que nous en soyons là? D'autant plus que le problème que nous avons aujourd'hui dans notre métier, c'est celui du monopole. C'est le seul combat qui vaille la peine d'être mené. Lesquels j'entends parler de formation. Mais vous formez des gens qui ont le ventre vide. Mais ils n'ont fait que ça toute leur vie. Ils ont été à l'université, ils ont lu, ils ont des manuels à leur disposition, mais ils ont faim, ils sont malades. Il faut qu'ils aient le monopole. C'était mon seul programme que j'avais quand j'étais candidat. Je leur ai dit, je ne suis pas candidat pour être membre du Conseil de l'ordre, mais pour être bâtonnier. Les architectes ont le monopole. Vous ne pouvez pas faire un plan validé par les services cadastraux si ce n'est pas un architecte qui l'a signé. Vous ne pouvez pas faire valider vos chiffres et si ça n'a pas été certifié par un expert comptable. Les seuls points de vente des médicaments, ce sont les pharmacies. Un certificat médical ne peut être délivré que par un médecin. Vous ne pouvez pas, présenter un plan s'il n'y a pas de rapport topographique. Donc dans tous les corps, on se rend compte qu'ils ont le monopole. Vous voulez passer un acte en la forme notariée, c'est chez le notaire. Pour les actes extrajudiciaires, c'est les huissiers de justice. Mais les avocats sont le seul corps dans toute cette panoplie où n'importe qui peut agir, intervenir. Je vais vous donner un exemple un peu simple, monsieur Dipita. Vous êtes propriétaire, vous réclamez une somme d'argent assez importante à quelqu'un. Prenons le cas 200 millions. Vous saisissez un engin lourd.
appartenant à celui qui est appartenant à votre débiteur. Un guidam sort du quartier, prépare une requête en distraction de biens, en distraction d'un bien saisi, et il dit « je suis le propriétaire ». Il n'a pas d'avocat. Et parfois, son représentant, c'est un mandataire. Le juge statue, au vu des documents qui lui sont présentés, et restitue le matériel. Mais il s'avère que les documents sont des faux. Le temps de découvrir que c'est des faux, ils ont disparu. Alors là, vous ne voyez plus ni le débiteur, ni le mandataire, alors que l'avocat a une adresse fixe. Dans ce problème de monopole, j'avais interpellé mes confrères pour leur dire, quand vous voulez choisir ceux qui sont appelés à vous représenter, ne vous limitez pas et ne vous fiez pas aux apparences. Ne considérez pas les relations personnelles que vous entretenez. Vous voyez le profil de l'homme. Est-ce que cette personne a des compétences suffisantes pour parler au nom des avocats? Est-ce qu'il est intègre au quotidien dans sa vie, même jusqu'à la vie familiale? Est-ce qu'il a un certain plafond financier susceptible de le mettre à l'abri? Des éléments qui forcément fragilisent le barreau dans d'éventuels combats comme celui mené par les avocats anglophones. Donc on peut comprendre aisément pourquoi les avocats anglophones ont dû créer une association pour aller porter leurs revendications auprès des pouvoirs publics. Non, le problème, la vérité, c'est que d'une manière générale, le seul combat qui vaille la peine d'être mené, qui est le combat du monopole, n'a pas été mené. Ça n'a pas été mené. Et les avocats se retrouvent dans toutes les situations terribles. Nous avons le problème des avocats anglophones. Je vous prie d'inviter le représentant de l'ordre pour qu'il vous dise lui-même pourquoi le barreau s'est montré à fond. On ne l'a pas vraiment entendu. On a pondu qu'il y a une certaine commission des droits de l'homme qui produit des rapports qui me renvoient un peu au système des fonctionnaires. À quoi sert un communiqué pour dire nous condamnons, nous fustigeons? Il faut aller dans les médias. Il faut aller dans les médias, il faut faire des conférences de presse pour parler, ça ne coûte rien. Vous louez une salle, vous invitez les médias, ils viendront. Et vous martelez, vous saisissez l'exécutif. Vous saisissez le Premier ministre, le chef du gouvernement, à défaut du ministre de la Justice. Quand il y a un cas de violation concernant des questions de forêt ou de l'enseignement, vous saisissez les autorités compétentes. Au-delà de ce que vous décrivez, pourquoi donc ce mutisme? Les avocats, je veux dire qu'on n'entend pas beaucoup d'avocats, peut-être francophones, mais je veux dire dans l'ensemble, porter ces critiques, du moins ce regard au cas du barreau. Monsieur Dipita, nous sommes nombreux et qui désapprouvons un certain nombre de choses, par exemple ce que vous êtes en train de relever, mais malheureusement, nous sommes quand même une structure organisée. C'est une structure organisée. On ne peut pas se comporter n'importe comment. C'est une structure organisée qui n'est pas vraiment hiérarchisée, mais qui est organisée. Donc, on ne peut pas agir n'importe comment. Alors, ces quelques semaines, pour revenir un peu sur la question anglophone, notamment pour ce qui concerne les avocats, on a pu voir des cérémonies solennelles de remise des textes traduits. Code civil, le texte WADA, Code civil c'est récent, je crois hier ou avant-hier, le texte WADA bien avant. Je dis, vous avez également vu cela, quel sentiment vous a animé quand on a organisé ce genre de cérémonie? Je veux dire que, normalement, ce sont des textes qui, dès le départ, aussi bien qu'ils existent en français, auraient dû l'être en anglais. Bon, pour moi, c'est du folklore. C'est du folklore. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ça nous déprécie même aux yeux de la société. Où étions-nous? Depuis que tous ces textes existent, où étions-nous? Pourquoi il n'y avait pas cette traduction spontanée et simultanée en anglais? Pourquoi c'est aujourd'hui qu'on en parle alors que... situerez-vous la responsabilité? La responsabilité, là, vous m'amenez à remettre en cause peut-être le fonctionnement du régime. C'est l'ensemble du régime. Même le problème des anglophones, ça a commencé comme un petit feu de paille. Tout est parti, si mes souvenirs sont exacts, au début de l'année 2016. Vers le mois d'avril, des enseignants anglophones ont saisi le gouverneur, selon des informations de bonnes sources que j'ai reçues, ont
saisi le gouverneur, M. Lélé Lafrique, gouverneur de la région du Nord-Ouest, pour poser leurs revendications, pour présenter leurs revendications. Le gouverneur il a dit qu'il est incompétent à les résoudre. Ces membres du syndicat, ces syndicalistes, se seraient rendus à Yaoundé, où ils n'auraient pas été reçus par le ministre de l'enseignement secondaire. Ils sont allés chez le Premier ministre, qui est de la même région, qui ne les aurait pas reçus. Et ces chemins faisant, c'est en discutant qu'ils se sont rendus compte que parmi les syndicalistes, il y avait quelqu'un de l'enseignement supérieur. Et ils se sont donc dirigés chez le ministre de l'enseignement supérieur, le ministre Famen Ndongo, qui les a reçus et qui les a même plutôt bien reçus, puisqu'ils auraient travaillé des heures durant. Il leur aurait donné la promesse que dans les 3 mois qui viennent, vous commencerez à avoir des réponses. Le ministre Famen Ndongo, que je salue, parce que c'est un homme engagé quand il veut faire des choses, et il s'engage quand même assez bien pour l'intérêt général. Il a envoyé le dossier dans les services du Premier ministre, et c'est resté dans les tiroirs. 3 mois plus tard, pas de suite, quand il a été relancé par les mêmes syndicalistes, il a commencé à bouger dans tous les sens. Et encore le blocage, jusqu'à ce qu'on arrive dans la situation où nous sommes. Même les avocats. Si on n'avait pas brutalisé les avocats, on n'en serait pas là. Monsieur Dipita, je vous parlais d'une question de culture. Dans le système anglo-saxon, dans la culture anglaise, dans la culture anglo-saxonne, vous savez qui est considéré comme le véritable dépositaire du droit? J'espère que vous me le direz. C'est les avocats. Dans la société anglo-saxonne, ce sont les avocats. Pour être juge, il faut d'abord être avocat. Le juge respecte l'avocat. Parce que c'est lui qui est chargé de faire appliquer. Il n'applique pas lui-même, mais c'est lui qui présente les éléments au juge pour qu'il les applique. Alors quand dans une société qui repose sur le respect de la norme juridique, et dont les dépositaires sont les avocats, quand vous allez jusqu'à les toucher, ça veut dire que vous avez touché à le système. à la substance du système. Vous avez touché, comment je pourrais appeler, à la colonne vertébrale de la société. Des avocats ont été brutalisés, jetés à même le sol, des toges arrachées, un vêtement sacré. La toge d'avocat est un vêtement sacré. Alors quand les populations se rendent compte qu'après toutes les brimades que nous subissons au quotidien, de la part des francophones qu'on nous a imposés, qui, à défaut de nous écouter, à défaut même de nous comprendre, nous brutalisent, nous briment dans nos villages, dans nos villes. Et vous allez maintenant jusqu'à porter atteinte au corps de métier qui symbolise le droit, les avocats. Ça veut dire que vous avez tout détruit. Voilà d'où est parti. Et pourquoi les avocats? Parce qu'au départ, quand les avocats se sont exprimés, les avocats de culture anglo-saxonne, il y a eu beaucoup de suffisance au niveau du ministère de la Justice. Il faut le dire. Beaucoup de condescendance. Donc c'est la condescendance, l'orgueil, le refus de certaines autorités de les recevoir qui a entraîné la situation dans laquelle nous sommes. Regardez ce qui s'est passé à Buea. Monsieur Dipita Tongo, je n'oublierai jamais cette scène. Allait sortir une jeune fille de sa chambre et la faire rouler. Ce n'étaient pas les eaux usées, ce sont les eaux qui sortent parfois. Ce sont des eaux qui sortent parfois Absolument. des poubelles, de latrines. Alors, fort de tout cela, les avocats, pour porter, notamment anglophones, pour porter leurs revendications, ont dû créer une association. Je veux dire que l'association, sa création, ça a été la conséquence de la non-réaction du barreau, ou alors c'est simplement du fait qu'effectivement, dans la pratique du droit, il y a deux tendances. Bon, d'abord, vous avez bien dit, vous avez bien fait de le relever, c'est la non-réaction de l'ordre des avocats. Si le bâtonnier de l'ordre avait pris ses responsabilités, je ne pense pas qu'on aurait assisté à la création de cette association, premièrement. Deuxièmement,
L'association participe d'un désir de coordonner les activités qu'ils étaient en train de mener. Parce qu'il fallait avoir une base juridique, ensuite une base légale. La base juridique, c'est quoi? C'est la charpente, une organisation qui permet de centraliser et de pouvoir porter les revendications au nom d'un collectif. C'est d'abord ça, donc c'est l'aspect juridique. L'aspect légal, c'est la reconnaissance par les autorités. Or, les autorités n'ont pas reconnu cette association, au motif qu'il existe déjà un ordre des avocats. Donc voilà la présentation de cette association. Alors, avocat d'une part, enseignant d'autre part, on aboutit à ce qu'on a, de façon triviale, appelé le problème anglophone. De façon globale, quel regard vous y jetez? Quand on vous dit la question anglophone, pour vous, fondamentalement, c'est quoi? Quand on me dit la question anglophone, la première réaction que j'ai, c'est des gens qui expriment un ras-le-bol. C'est l'expression d'un ras-le-bol. Monsieur Dipita, vous n'étiez pas né à ce moment, ni vous ni moi. Mais je dois quand même dire que au lendemain de l'occupation de la partie orientale du Cameroun par la France, la zone anglo-saxonne vivait sous des climats beaucoup plus sereins, des climats plus cléments. D'ailleurs, pour fuir les répressions, beaucoup de francophones, que ce soit des régions de l'Ouest, que ce soit des régions du littoral, se sont réfugiés dans ce qu'on appelait la partie anglaise. Parce que là-bas, il n'y avait pas la répression, il n'y avait pas les brimades qu'on avait dans les zones francophones. Je vais vous raconter, non pas une anecdote, mais un fait vécu. Bon, sous la forme peut-être d'une anecdote. J'ai pris l'habitude de me rendre à Limbé, dans le sud-ouest. Et mon épouse et moi, nous avons ciblé un cabaret où nous avons vu un cabaret assez propre. Nous sommes rendus dans ce cabaret. On joue de la musique, des variétés. Il y avait un espace d'environ une vingtaine de places, protégées, un peu à l'écart de la grande salle. Mon épouse et moi, nous sommes venus nous asseoir. La jeune servante nous a dit, c'était un vendredi soir, veuillez vous lever s'il vous plaît, chercher une autre place ailleurs. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit, la place est réservée. J'ai dit, par qui? Elle dit que vraiment, monsieur, n'apportez pas les problèmes. On vous dit que c'est réservé. Je lui ai dit, madame, nous n'allons pas durer. Le temps que les gens qui ont loué viennent, nous allons partir. Elle nous a pas servi. Elle a fait appel à quelqu'un d'autre. Une autre dame est venue et nous a prié de partir, de quitter cette table et qui ne veulent pas des ennuis. J'ai dit, mais quelle est cette histoire? Je vous dis, servez-moi le temps de prendre un verre. Dans 30 minutes, je serai parti. Ils sont partis appeler le gérant. Le gérant est venu et il m'a dit, en fait, c'est la place du préfet de Limbé. J'ai dit, attendez, le préfet va arriver ce soir. Il arrive ce soir. Il me dit, non, en fait, c'est là où il s'assoit souvent. J'ai dit, et alors ça veut dire quoi? Donc vous n'êtes pas sûr qu'il va arriver? Ils disent non, mais ils n'aiment pas que sa place soit occupée. Et j'ai demandé à ce gérant, est-ce qu'il paye ses places? Est-ce qu'il paye ses places? Quand il n'est pas là. Quand il n'est pas là. Il s'est gratté la tête. Il a dit, non, non, monsieur. Pendant ce temps, ils sont allés dehors voir mon véhicule et mon immatriculation, c'est Centre. Et c'est un 4x4 un peu costaud. Donc du coup, j'ai compris qu'ils ont mené des investigations pour chercher à savoir qui peut être ce monsieur. Il me pose la question, mais monsieur, s'il vous plaît, vous voyez, nous n'aimons pas les problèmes ici. Si le préfet vient et trouve que la place est occupée, on peut même nous fermer l'établissement. J'ai dit jusqu'à ce point. Il m'a dit, monsieur, je suis désolé jusqu'à ce point. Je lui ai donc dit, non seulement je ne quitte pas d'ici, et j'attends le préfet. Alors, n'ayez pas d'inquiétude, il y a des gens dans ce pays qui sont plus que le préfet. Alors, j'attends le préfet pour lui poser cette question, s'il a le droit de bloquer près de 20 sièges, tout un compartiment, pour lui, parce qu'il y vient les week-ends. Et je vous rappelle que ces établissements ne fonctionnent à plein régime que le samedi et le dimanche, le vendredi et le samedi. Le monsieur est parti, il m'a servi. Mais quand je revenais, il était très content. Les places étaient régulièrement occupées. Donc, quand il me voyait, il se sentait soulagé.
J'ai laissé ma carte pour dire, si un pépin, faites-moi signe. Voilà jusqu'où nous sommes allés. Voilà jusqu'où les francophones sont allés dans le traitement de nos frères anglophones. Savez-vous que beaucoup d'anglophones ont eu de la peine à quitter le Cameroun? On sont partis fabriquer des papiers pour se retrouver aux États-Unis. On fait des grandes études. Professeurs d'université, médecins, avocats, ingénieurs. Certains ont obtenu une nationalité étrangère afin de faciliter l'intégration dans leur pays d'accueil. Et quand ils reviennent chez eux, on dit que ce sont des étrangers, double nationalité, nous ne connaissons pas. Ils se retrouvent étrangers chez eux. Et pendant ce temps, il y a des ministres qui ont la double nationalité. Il y a des directeurs généraux de compagnies pétrolières. Et le pétrole extrait dans la zone où ils sont. Et qui sont chez eux, et qui sont des Camerounais avec la double nationalité. Mais des gars venus des États-Unis, venus de Londres, venus de beaucoup de pays du Canada, sont étrangers dans leur propre village. Trouvez-vous tout cela admissible? Voilà le ras-le-bol qui pousse ces gens à réagir. Vous avez là-bas plein d'enfants qui sont dans le chômage. Allez dans les compagnies. L'autre jour, dans Facebook, quelqu'un a publié la liste des cadres de la société. On va pas en citer. Oui. Donc voilà, monsieur Dipita. Donc le problème, ce n'est pas aujourd'hui l'affaire des avocats. Ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. La société anglo-saxonne, nos frères de ce côté, sont dépassés. Ils sont excédés. Et comme ils le disent, ils sont marginalisés. Alors, depuis quelques semaines, au regard de toutes ces revendications, le gouvernement a accepté de venir s'asseoir sur la table de la discussion. Beaucoup parmi les anglophones ont pensé que ce n'est pas forcément des discussions, au départ surtout, que le discours n'était pas franc, que l'échange n'était pas forcément sincère et juste, que les problèmes fondamentaux étaient relégués, même si on connaît beaucoup d'avancées au sein des différentes commissions qui ont été créées. Une commission pour s'occuper des problèmes des enseignants, qui, semble-t-il, a marqué son satisfecit au regard des réponses apportées par le gouvernement. Une commission qui est encore en plein travail, celle créée pour s'occuper des problèmes des avocats. Mais toujours est-il que jusqu'à présent, pas d'école, les plaidoiries, il n'y en a pas, donc les tribunaux sont vides et la situation reste toujours tendue. Comment on en sort? Je veux dire que comment on fait quand même pour d'abord que la tension s'amoindrisse, parce que jusqu'à ce matin encore à Bamenda, qu'elle retombe, jusqu'à ce matin encore à Bamenda et à Boya notamment, on a appris qu'il y avait des secousses. Comment faire d'abord pour calmer tout cela et puis éventuellement ramener les gens aussi bien à l'école que Monsieur Dipita, quand vous avez offensé quelqu'un, quand vous avez blessé quelqu'un, il y a un seul mot. Il y a un seul mot qui repart. Personne n'a sorti ce mot. Personne n'a sorti ce mot. C'est le mot pardon. Que ce soit de manière officielle, que ce soit de manière officieuse, il fallait présenter le pardon. Mais est-ce que la démarche du gouvernement qui vient s'asseoir sur la table et apporte des solutions ou des réponses aux questions posées n'est pas une forme de... Non, monsieur Dupida, vous m'avez posé une question. Qu'est-ce qu'il fallait faire pour faire tomber la tension? C'était d'abord le pardon. Nous vous demandons pardon pour vos enfants qui ont été abusivement, à tort, brutalisés. Nous demandons pardon aux avocats qui ont été molestés, qui ont été violentés. Le mot pardon. Il y a des commis de l'État qui l'ont fait. Je vais vous parler de ce commis parce qu'il faut citer le nom des gens quand ils sont vivants. L'ancien directeur général de la recherche extérieure du Cameroun, M. Bienvenu Belabout, a eu à gérer une crise qui aurait pu être aussi grave que celle-là. C'était l'affaire de Maître Nekui, l'avocat qui avait été brutalisé au niveau de l'antenne régionale de la DGE ici.
partir représenter, assister un de ses clients expatriés. Il s'est vu opposer un refus d'accès dans les locaux de l'antenne régionale de la DGE, au motif que, selon le code d'instruction criminelle qui était en vigueur à l'époque, les avocats n'avaient pas le droit d'accéder dans les locaux de police ou de gendarmerie. Et l'avocat de répondre aussi à ce représentant que votre corps est un corps spécial, mais qui n'a pas vocation à recevoir des citoyens ou des justiciables, ou de recevoir des plaintes des particuliers. Vous êtes là pour l'espionnage, le contre-espionnage. Mais qu'avez-vous à convoquer quelqu'un pour des faits qui relèvent de la justice judiciaire? Il a été brutalisé. L'affaire s'est amplifiée. Monsieur Oubelabout, bienvenue, a pris sur lui de prendre la tâche de maître Neku Barnabé, qui est vivant. Au nom du gouvernement, il lui a présenté ses excuses. Et maître Barnabé Neku a retiré sa plainte. Et c'est un peu comme si on désamorçait une bombe. Absolument. Et le problème s'est achevé. Et pour couronner sa démarche, on a obtenu le code de procédure pénale. C'est de la fin de qu'est venu le code pénal. Ça veut dire que, et c'est un reproche que nous faisons pas à ce régime, il faut toujours qu'il y ait un événement déclencheur pour que des grandes réformes soient prises. Donc si on avait commencé par un pardon, on n'en serait pas là aujourd'hui. Et ensuite, même ces comités qui sont mis en place, regardez les approximations sur le plan juridique. Le 8 novembre, le Premier ministre prend un arrêté portant création, organisation et fonctionnement d'un comité interministériel chargé d'examiner et d'apporter des solutions aux revendications soulevées par les syndicats des enseignants. Le 29 novembre, un autre arrêté est pris, rectificatif, cette fois-ci des enseignants anglophones du Cameroun. Mais ce n'était pas les syndicats du Cameroun qui avaient posé le problème. Vous voyez, dans un même service, dans le service du Premier ministre, 8 novembre, 29 novembre, ces gens de errement montrent que les gens sont fébriles et qui ne travaillent pas les dossiers en profondeur. Ils auraient pu développer la stratégie du contre-pic. Alors là, qu'est-ce que vous voulez ressortir? La négligence des services publics, l'incompétence, la mauvaise foi. Et même, il y en a parmi ceux qui ont mené la revendication qui estiment qu'il y a aussi un peu de l'orgueil. Mais tout cela mélangé, il y a ce qu'on appelle la stratégie du contre-pied. Ça consiste en quoi? Mais le nord-ouest et le sud-ouest, c'est deux régions qui ont quand même des élites. Il y a des élites. Il y a des patriarches qui sont vivants. Il y a le père Moukete qui est vivant. Est-ce qu'il a été sollicité? Nous avons des grandes élites du sud-ouest, du nord-ouest, qu'on aurait pu consulter. Dans le nord-ouest, il y a des gens comme Nikwale, maître Lentoufo Nikwale. Je parle de ce qui nous concerne, nous les avocats. Absolument. À Douala, on a des gens qui sont très respectés comme maître État, que ce soit chez les francophones ou chez les anglophones. Maître État, c'est un avocat qui inspire le respect. S'il entre dans une salle face à tous ces avocats grévistes, ils vont d'abord se lever. Où sont les services de renseignement pour dire au chef de l'État, voici des gens bien dans votre pays? Pourquoi nous, on ne détecte pas les gens qui sont capables d'apporter des solutions à nos problèmes? Vous traitez avec un consortium. Et le lendemain, vous prenez un arrêté pour les dissoudre. Mais excusez-moi, mais c'est un non-sens. Comment allez-vous dissoudre quelque chose qui juridiquement, légalement n'existait pas? Le consortium n'avait pas d'existence légale. C'était un cadre juridique, certes, mais il n'avait pas d'existence légale. Donc vous ne pouviez pas dissoudre une structure qui n'était pas légale. Donc la stratégie du contre-pied aurait consisté immédiatement à saisir les représentants des couches de population. Au lendemain de cet appel à la grève du syndicat, aussi bien des avocats, des enseignants,
que des représentants du corps des avocats, les chefs du Sud-Ouest se sont réunis en urgence et ont envoyé un message au chef de l'État en demandant d'accélérer la décentralisation. Les textes sont là. Justement, vous m'avez pratiquement arraché la question suivante de la bouche, c'est-à-dire que les revendications corporatrices ont franchi le pas et se sont retrouvées sur la place politique avec l'une d'entre elles, le fédéralisme. Non, vous savez, je commence déjà par apporter une précision. Un avocat, qu'on le veuille ou non, est un homme politique. La politique, c'est quoi? C'est s'intéresser à la gestion de la cité, dont notre métier est un métier politique. Il n'est pas seulement judiciaire. Dans le monde entier, ceux qui ont toujours porté les revendications, ce sont les avocats. J'ai entendu des avocats dans un forum que nous avons créé, qui a été créé par un avocat de culture anglophone. Des gens disent que l'avocat, c'est le palais de justice. Mais c'est faux. Le palais de l'avocat, c'est le président Abdoulaye Wade. C'est Obama. C'est Sarkozy. C'est Thatcher. C'est ça l'avocat. L'avocat, c'est partout. L'avocat, c'est les PDG des grandes entreprises, des multinationales. Donc, les avocats ont apporté une revendication, mais il y avait en sourdine des problèmes sociaux extrêmement graves. Le chômage des enfants, les problèmes de voies de communication. Donc, il y a eu une forme d'exaspération. C'est la brutalité policière qui a déclenché toutes ces choses-là. Qui a donné ce mot d'ordre d'aller brutaliser les populations? Ne cherchez pas à savoir pourquoi j'ai réagi, mais pourquoi on m'a provoqué. Aujourd'hui, on s'évertue à dire qu'il y a des gens instrumentalisés, on a instrumentalisé des gens tapis dans l'ombre. Les gens qui sont tapis dans l'ombre sont dans le gouvernement. Il y a beaucoup de gens dans le gouvernement qui veulent faire partie du chef de l'État. Vous allez prendre la thèse développée à l'époque par Feu Ateba Yene, le complot anti-biaïste. Vous voulez dire que refaire monter la question anglophone à moins de 2 ans de la présidentielle, c'est-à-dire que mettre à dos le peuple anglophone... Monsieur Dipita, le problème est plus large, plus vaste, plus profond que vous ne pouvez l'imaginer. Vous savez, il suffit parfois d'un rien pour faire ressurgir un grand nombre de problèmes. Il y a même des problèmes géopolitiques, pas simplement à l'échelle du Cameroun, mais à l'échelle même d'Afrique et du monde. Et là, vous rejoignez un peu la thèse de la France et des États-Unis qui se disputent le Cameroun. Cette crise sert les intérêts de beaucoup de groupes, à commencer par les gens de l'intérieur du régime. Il y a beaucoup de gens dans le régime qui ont amassé beaucoup d'argent, et ce depuis des années. Et ils ne peuvent pas en jouir. Ils ont des immeubles, ils ont des appartements en Occident, mais ils ne peuvent pas en jouir. Ils ne peuvent pas en jouir. Comment ça? Mais ils ne peuvent pas en jouir, ils ne peuvent pas s'acheter n'importe quelle voiture qu'ils veulent. Ils ne peuvent pas en jouir, ils ne peuvent pas aller passer un mois à Tahiti. Ils ne peuvent pas aller plonger dans les mers chaudes. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de se dévoiler. Mais ils vont se dévoiler. Alors, il faut donc que le chef de l'État parte pour qu'ils soient libres d'utiliser leur argent. Et ça, c'est un élément qu'on n'a pas introduit. Il y a des puissances qui veulent nous fragiliser. La manière dont le régime s'est comporté envers ces populations, c'est comme ça que les puissances aussi se comportent envers nos régimes. Quel est le problème du régime? Vous pensez que les bas salaires, là, c'est parce que nous sommes pauvres? Ce sont les bas salaires qui expliquent aussi les corruptions. Si j'avais un pouvoir de décision, un magistrat, en début de carrière, devrait commencer avec 1 million de francs. Quand vous voyez les milliards qui ont été détournés, j'ai dit des milliards. Même en payant ces gens-là sur 10 ans, vous prenez 100 personnes, vous payez 1 million en une année. J'ai dit 1 million pour 1000 personnes. Vous avez 1 milliard par mois. J'ai dit 1000 à 1 million, vous avez 1 milliard.
par mois. Vous n'avez que 12 milliards en un an et 120 milliards en 10 ans. Mais il y en a qui ont pillé plus que ça. Une seule personne. Mais il y a un problème de volonté. Donc, le régime en place, un peu à l'image de ceux qui les ont fabriqués, ont créé des gens qui veulent que le peuple soit pauvre. Parce que plus vous êtes pauvre, moins vous pouvez réagir durablement. C'est-à-dire vous pouvez avoir des poussées de fièvre dans vos revendications. Au bout de quelques jours, des semaines, quelques jours, la famine, vous fatiguerez. Alors sur la revendication notamment... Laissez-moi un peu finir, c'est très important s'il vous plaît, parce que je vous parlais des enjeux de cette crise, les gens qui tirent intérêt de cette crise. Les hommes politiques, les décideurs ont voulu maintenir les gens dans la pauvreté. C'est pour ça que le monopole n'a pas été accordé aux avocats. On veut voir des avocats dans la misère. Et quelques individus ont choisi qui ont quelques marchés, des gros dossiers d'État, des grandes entreprises, et qu'on tient. Parce qu'ils sont inféodés à des groupes, à des sectes et tout ça. Sachant qu'on les tient, ils ne peuvent pas réagir. Et c'est la même démarche qu'empruntent aujourd'hui les puissances occidentales envers nos régimes. En fait, ils l'ont fait avant. Ils n'ont fait que copier maladroitement ce que l'Occident a fait. Parce que fait l'Occident? Toutes ces crises-là, l'affaire de Boko Haram. Monsieur Dipita Tongo, je suis docteur en droit de la stratégie, en droit de la défense. Ces satellites-là, Monsieur Dipita, les satellites peuvent vous montrer un chat en train de courir. Comment les puissances-là n'ont jamais pu nous localiser les mouvements des troupes de Boko Haram qui roulent dans des véhicules et dans des chars? Pourquoi ne n'ont-ils pas permis qu'on les localise? Boko Haram, c'est eux. Lorsque le Nigeria a voulu acheter les armes, les États-Unis avaient refusé. Ils sont passés par l'Afrique du Sud, on a gelé les sommes envoyées. Non seulement vous n'aidez pas les gens à détruire une bande de terroristes, mais en plus, vous les empêchez de s'armer. C'est l'entrée en guerre du président Idriss Déby, que je salue et je félicite, qui a été comme un coup de semonce à cette opération. Donc l'opération de la lutte contre la guerre contre Boko Haram affaiblit l'État du Cameroun. C'est toute une région. Faire accoler par des hommes à 2 sous. C'est parce qu'elles n'ont pas de travail. Vous voyez des employés qui vivent à 20 km de leur lieu de travail, qui dépensent 1000 francs par jour en terci, et ils ont un salaire de 50 000. Croyez-vous que c'est le travail qu'on va faire? Voilà où notre société en est arrivée. Le chef de l'État a la responsabilité aujourd'hui d'agir comme un père. Alors, de l'État, restons sur les revendications corporatrices. Vous partagez la même réaction que du port seulement revendications corporatistes? Non, c'est ça, c'est le discours du chef de l'État. C'est son discours de fin d'année. L'État, ce n'est pas le chef de l'État. Il est le chef de l'État. Mais il n'est pas le propriétaire de l'État. L'État, c'est vous, c'est moi. C'est tous ces millions de citoyens qui avons choisi le président Paul Biya pour être notre porte-parole. Est-ce qu'il a pris notre point? On n'a pas convoqué l'Assemblée nationale. Le Sénat n'a pas été convoqué. En vertu de quoi le chef de l'État peut-il tenir un tel discours? Sur le plan démocratique, ça ne se fait pas. Mais au moins, je peux même partager. Écoutez, la Constitution monsieur, écoutez, est ferme là-dessus. Non, écoutez, monsieur député, la Constitution est faite par les hommes. Ce sont les hommes qui font la Constitution. Donc en attendant qu'on la refasse, il faut qu'on l'observe. Non, écoutez, la Constitution est faite par les hommes et on peut la modifier. Je vous ai dit que c'est une question de démarche. Là où je suis, je ne vous ai pas dit que je suis pour le fédéralisme ou pour la sécession. Mais je vous dis l'approche
dans le système anglo-saxon, vous êtes un chef d'État, un problème est posé de cette nature, vous retournez vers les représentants du peuple, à l'Assemblée nationale. Vous consultez les sages du Sénat. Mais vous ne venez pas sortir un discours où vous parlez en disant c'est ça ou c'est... Non, c'est pas ça. C'est une approche consensuelle. Donc, de mon point de vue, et j'ai dit, et je le répète, comme d'ailleurs tous ceux qui s'intéressent à cette question, il faut commencer par la décentralisation. Si nous avions commencé par cette décentralisation, bien des griefs, bien des revendications soulevées par nos frères et nos sœurs de cette région auraient été résolus. Voilà le vrai problème. Oh, ce qui se passe... Donc pour vous, ils n'ont pas une oreille attentive. Je veux dire que sur les questions de fond, ils ne se font pas forcément comprendre. Non, il y a d'abord une question d'approche. Nos dirigeants ont été façonnés, ont été formatés. Dans le commandement. Dans le système répressif colonial français. L'ENAM, dont le père est l'école nationale française d'outre-mer, et dont l'ancêtre est l'école coloniale, et qui elle-même était d'abord l'école cambodgienne. On leur a enseigné, on leur enseigne la première chose. Il ne faut pas se faire respecter par la population. Il faut se faire craindre. Donc un régime de terreur. Terreur par les mots, terreur par les textes, terreur par l'usage des forces de l'ordre. Et ensuite, on vous dit, ne cédez jamais à la pression populaire. Ne donnez jamais à votre peuple, à la population, que vous avez cédé sous l'effet de leurs revendications. Voilà pourquoi on peut garder le silence devant une situation urgente. On a parfois dit le chef de l'État prend son temps. C'est un homme très sage. J'admire beaucoup sa sagesse. Je vous assure que le Cameroun va le regretter à un moment donné. Parce que ce qui est encore embêtant dans le système des francophones, c'est quoi? Lorsqu'on aime, on ne voit plus les défauts. Et lorsqu'on déteste, on ne voit plus les qualités. Voilà comment nous sommes. Oh, dans le système anglo-saxon, dans lequel je me suis moulu, par mon parcours, il faut distinguer à chaque étape. Le chef de l'État, c'est quelqu'un qui prend son temps, observe avant de se décider. Mais toutes les pathologies ne sont pas pareilles. Il y a des cas d'urgence. Devant quelqu'un qui a un AVC, vous n'allez pas prendre votre temps pour examiner. Il faut directement intervenir. Donc il y a des situations urgentes qui appellent des solutions urgentes. Mais seulement les personnes qu'on choisit pour répondre ne sont pas les personnes qualifiées. Cette affaire va au-delà des avocats qui se sont présentés. Au-delà de ces enseignants qui sont venus. Aujourd'hui, c'est la foule qui a pris le relais. Et d'ailleurs, voilà encore un geste maladroit. Pourquoi avoir arrêté des avocats pour les transférer à Yaoundé? Justement, là, vous vous embrayez avec la question suivante. Vous avez déjà donné votre réaction sur l'arrêté du MINAT, le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, qui a suspendu le SISI. Et, comme je vous l'ai dit, c'est un le arrêté qui consortium de n'avait la pas société civile anglophone. Alors, mais quelles peuvent être les sanctions pour les contrevenants? Je veux dire que ça a été suspendu ici. Désormais, des gens sous le label de cette entité-là essaient de remobiliser l'opinion. Ceux qui veulent faire partie le chef de l'État, de gré ou de force, sont ceux qui soutiennent la thèse de la violence, de l'extrémisme, en disant, voilà les meneurs, on les juge. La loi sur le terrorisme, la loi de 2014 sur le terrorisme, on peut se servir de cet instrument pour les condamner. Mais vous ne faites que jeter de l'huile dans le feu. Ce sont des gens qui s'expriment pour une cause. Et encore, c'est un non-sens sur le plan juridique. Pourquoi les avoir arrêtés au moment où les tensions sont si vives? Les nerfs sont à fleur de peau. Et vous venez arrêter ces gens pour les transférer à Yaoundé. Et vous voyez ce que ça a donné? Les images qu'on a pu avoir. Vous décidez, voilà, on a fermé, j'ai lu en dessous d'une télévision, qu'on a suspendu Internet dans le nord-est et le sud-ouest. Est-ce que vous connaissez les conséquences de cette opération, monsieur Dipita? Vous pouvez nous en dire? Mais pas de transfert d'argent. Vous allez faire comment?
Les communications, ce n'est pas seulement les réseaux sociaux, mais c'est même les gens du gouvernement. Il n'y a plus d'échange. Les banques communiquent par Internet. Les banques seront paralysées. Les échanges entre opérateurs économiques, même dans le privé, quand vous voyez les grands groupes, les grands quincailliers camerounais, ils fonctionnent dans un réseau. Leur système est dans un réseau. Lorsque vous avez bloqué ça, vous avez fermé une zone. Alors, comme je le disais avant que vous ne tombiez sur cette question, les puissances veulent que nous nous fragilisons. Parce que le Cameroun est le pivot en Afrique centrale. Il y a un problème énergétique important. Voilà, les Occidentaux ne veulent pas que le Cameroun soit en paix. Et nos dirigeants jouent leur jeu de manière grossière. Ils n'ont pas intérêt à ce que nous soyons en paix. Ils n'ont pas intérêt à ce que nous nous développons. Et vous ne pouvez pas être un homme d'État, vous dites, je veux le développement, et les éléments qui doivent accompagner le développement, et les personnes qui peuvent les implémenter, vous les mettez de côté. Quel est ce pays avec près de 36 ministères? 36 ministères avec portefeuille. Il y a un seul anglo-saxon. Le ministre de la Forêt et de la Faune. Monsieur Félix Gossé. Sur 36 ministères avec portefeuille, il y a un seul anglophone. Est-ce que cela est normal? Sur un gouvernement de plus de 50 ministres, il n'y a pas d'avocats. Alors qu'ailleurs, on retrouve 5, 10, 15 avocats. Puisque ce sont ceux-là qui sont chargés. Ce sont eux qui sont les ingénieurs de la norme juridique. C'est eux qui travaillent sur la norme juridique. Je vous ai tantôt dit l'arrêté du ministre de l'administration territoriale, c'est une incongruité juridique. Comment interdisez-vous ce qui n'existait pas? Non, dissoudre. Ils ont dissous une structure qui n'avait pas d'existence légale. Ça veut encore dire qu'on ne réfléchit pas. Alors, on a pris l'interpellation le 17 janvier. Vous l'avez dit en passant, de M. Félix Agbobala, le président du consortium, mais le docteur Fontem Neba, le secrétaire général. Vous avez des nouvelles de ces deux-là? Aux dernières nouvelles, un groupe d'avocats, sous la houlette du président d'une commission des droits de l'homme du barreau, c'est un jeune qui fait beaucoup, qui travaille beaucoup, Maître Témé. Il travaille beaucoup, mais son travail est insuffisant. En tout cas, les résultats ne sont pas à la hauteur des attentes. Mais à son niveau, il est plein de bonne volonté. Il faut saluer les actions comme celle-là. Donc, il s'est rendu auprès de nos confrères, accompagné d'un groupe d'avocats, et qui ont vu les conditions de détention à leur arrivée. Il semble qu'ils sont au 7. Mais aux dernières nouvelles, on les aurait jetés dans une cellule. Donc, je ne sais pas comment est cette cellule, mais ils sont à Yaoundé. Voilà des avocats qui sont dans le sud-ouest et qui sont transférés à Yaoundé, loin de leur famille, et ils sont incarcérés. Loin de leur... en violation des règles du Code de procédure pénale. Les auteurs d'une infraction peuvent être jugés là où ils ont été arrêtés, au lieu de commission de l'infraction ou à leur domicile. Ces gens, les faits qui leur sont reprochés, se sont passés dans la zone, dans les deux régions du nord-ouest, sud-ouest. Et ces personnes vivent dans le nord-ouest, pour certains, d'autres dans le sud-ouest. Et troisièmement, on les a arrêtés dans le nord-ouest et le sud-ouest. Pourquoi les a-t-on transférés à Yaoundé? Pourquoi? Sur la base de quel texte juridique? De quel texte légal? Alors vous estimez que désormais le pouvoir a décidé de montrer ses muscles? Moi, je veux vous dire, Paul Biya n'est plus un enfant. Et il a... Loin s'en faut. Non, il n'est plus un enfant. Et à cet âge, quand même, on a des soucis personnels. Moi qui viens à peine de traverser la cinquantaine, j'ai déjà des soucis de santé. Il y a un certain type de soucis qui préoccupent des gens d'un certain âge. Donc ce n'est pas le chef de l'État qui est à l'origine de ces
brutalité policière dans le nord-ouest et le sud-ouest. Le discours qui a été lu, convenez avec moi que ce n'est pas le même rédacteur, celui qui a fait les discours précédents du chef de l'État. C'est lui qui faisait les discours pour dire, pour fustiger l'incurie, pour fustiger les détournements. Ce n'est plus le même. Vous voyez bien que le rédacteur de ce discours, ce sont des gens violents. Ce sont des gens qui ont réagi comme s'ils étaient exaspérés. Ils ont été exaspérés, ils en ont assez de cette tergiversation, de ces évolutions dans les questions à traiter, des problèmes qui s'enchevêtrent et qui s'augmentent au fur et à mesure qu'on pénètre dans les revendications, dans leur solutionnement. Donc vous voyez donc que vous avez affaire à des gens qui posent des actes, qui engagent la responsabilité du chef de l'État. Et c'est le chef de l'État qui les a choisis. Et le chef de l'État répond et doit répondre de ces genres d'actions. Donc moi, je peux vous dire, monsieur Dipita, que la situation est extrêmement grave. Alors maintenant, au regard de tous les enjeux que vous avez pris soin de relever, les enjeux géostratégiques, géopolitiques, aussi bien internes, géoéconomiques, aussi bien en interne qu'à l'international, quelle doit être l'attitude des pouvoirs publics? Comment, au mieux, gérer cette crise, mais en préservant les intérêts, en préservant nos richesses, en empêchant évidemment un impact négatif de ces puissances-là sur notre pays? Il faut être guidé par une seule chose, le souci du bien-être des populations. Voilà la solution. Quand vous avez le souci du bien-être, vous trouvez toutes les solutions. Alors, l'autre réponse que le gouvernement entend apporter, je veux dire, qui est de plus en plus évoquée, ou qui est mise en parallèle en réponse à ceux qui demandaient le fédéralisme, c'est la décentralisation. Une décentralisation qui, comme vous le savez, est prévue par la loi de 1996, mais qui tarde à être mise en œuvre. Pourquoi depuis 1996, il n'y a pas de décentralisation? Chaque année, nous avons comités, réunions, conférences, renforcement des capacités sur la décentralisation. Pourquoi? J'ai pris le journal des projets. Monsieur Dipita, mais ça peut vous faire pleurer. Construction d'une salle de classe, 40 millions. Construction à Malantouem, 40 millions. Construction d'une salle de classe à Bepanda, 40 millions. Pensez-vous que le coût de construction d'une maison, d'un bâtiment à Douala, serait le même à Malantouem ou du côté de Manoka? Le matériel doit être acheminé par voie maritime, transporté dans des pirogues. Pensez-vous que le coût du transport, le personnel qu'on déplacerait de Douala, il se ferait payer de la même façon? Non, il y a comme une farce. Il y a le président Sambaka qui avait émis une idée, qui a d'ailleurs sorti un article, il en a parlé dans les journaux, un projet, un plan d'urgence participant, un plan participatif, de donner aux communes les moyens nécessaires pour réaliser les projets qui sont prioritaires. Donc la mise en œuvre de la décentralisation, en fait. Tout simplement. Et dans une de ses interventions dans une télévision, il nous a appris que les textes ont prévu 40% à transférer aux collectivités territoriales décentralisées, mais qu'aujourd'hui on est à 2%. Mais de qui se moque-t-on? Où ira tout cet argent? Les milliards partis en fumée. Est-ce qu'il y a la volonté d'améliorer la situation de nos compatriotes? Nous avons affaire à des personnes qui sont sans foi ni loi, qui n'ont aucune pitié de leur population. Et ces gens-là sont en train de nous préparer à un chaos. Et nous ne voulons pas de ce chaos. Tous ces avocats qui réagissent dans le nord et le sud, nous les connaissons.
Je vous ai dit qu'il y a ce qu'on appelle la stratégie du contre-pied. Quelqu'un vient devant vous, ils n'ont pas d'existence légale, mais ils sont quand même porteurs des revendications légitimes. Ils sont soutenus par un grand nombre de personnes. Ce sont des jeunes gens. Mais ils sont issus d'une région où il y a des représentants à l'intérieur. Encore, c'est l'administration de la preuve que les élus de certains partis dominants ne sont pas vraiment des élus du peuple. Sinon, où sont les sénateurs et les députés de ces deux régions? Ils ont appelé au calme, ça s'est plutôt embrasé. Ils ont fui Bamenda. Comment un élu du peuple peut fuir son peuple? Ça veut dire que ce n'est pas ton peuple. Justement, on ne voit pas beaucoup les politiques, hein, ils réagissent. Mais parce qu'ils sont tous derrière cette affaire. Ils ont des revendications qu'ils veulent faire porter et ils laissent d'autres le faire en leur lieu et place. Ces revendications sont légitimes. Que le chef de l'État comprenne que son équipe a échoué. Et si l'équipe échoue, le déshonneur tombe d'abord sur le chef. Il est temps de redresser la barre. Le chef de l'État a hérité d'un pays qui était en paix. Les grands équilibres étaient maintenus. Les caisses de l'État étaient pleines. Lui-même l'a dit. Dans quelques années, regardez où nous en sommes. Monsieur Dipita, je n'ai pas voulu recevoir de vœux cette année parce que j'avais de la peine. On m'appelle de Paris, on m'appelle de Stockholm, on m'appelle d'ici. Maître, comment ça va? Je dis, ça va mal. Non, maître, mais ne te plains pas, c'est pas toi. J'ai dit, non, je ne parle pas pour moi. Mais je vis dans un environnement pourri. Au XXIe siècle, monsieur Dipita, regardez le nombre des enfants qui sont transportés sur des motos. Ils sont des enfants de 3, 4 ans, 5 ans. Parce qu'il n'y a pas de transport public. La poussière est partout. Les gens sont malades et n'ont pas d'argent pour se faire soigner. Pendant ce temps, une poignée d'individus a vidé les caisses de l'État. Et les enfants sont en Occident. Et quand ils finissent là-bas, on les installe à l'ENAM, ils entrent dans les grandes écoles. Toujours des écoles de souveraineté. Ils vont dans les entreprises, les places leur sont réservées. Et quand quelques-uns ont la chance, se sont battus, ont risqué leur vie à traverser la Méditerranée, dans des bateaux de fortune, ont réussi à se faire un nom en Espagne, en France, où ils ont acquis une nationalité de circonstances. Ils reviennent chez eux, on dit, vous n'êtes pas camerounais. Alors, il faut bien que dans les prochains jours, qu'on puisse trouver une solution à tout cela. Vous, comment vous entrevoyez l'avenir dans le cadre de ce problème-là? Non, l'avenir, c'est quoi? Si le chef de l'État veut que ça s'envenime, ça va s'envenimer. Mais s'il veut que ça se calme, ça se calme. Manifestement, les signes qu'il montrent, c'est le père de la nation. Ils montrent des signes en direction de la paix et de l'apaisement. Je vous dis que les interlocuteurs qui se présentent là, c'est parce que ce sont les plus courageux. Ces régions ont quand même des élites. Je vous ai cité le cas de Maître État. Maître État qui est avocat à Douala. Je vous ai cité les cas comme le père Moukete. Est-ce que vous avez suivi l'intervention de Anguafor, si c'est Anguafor 2? Est-ce que vous avez suivi son intervention? Vous pourrez nous la résumer. Hein? Il a dit qu'il faut que les enfants repartent à l'école. Que les avocats repartent au palais. Qu'il faut qu'il y ait le dialogue. Mais l'État doit tenir compte des revendications présentées par les populations. Il pousse au dialogue, il pousse à la rentrée, mais il subordonne ça à l'écoute et à la résolution des revendications qui sont posées. Mais on a quand même des patriarches. On a des noms qui sortent du lot. Pourquoi ne pas les assembler et provoquer une sorte d'électrochoc? Le chef de l'État pourrait les recevoir à la présidence de la République. Il n'est pas obligé d'aller à Bamenda. Donc la solution est entre les mains du chef de l'État. S'il veut que cette crise s'arrête demain, elle va s'arrêter. Ce n'est pas en 24 heures qu'on décide du fédéralisme ou de la sécession. Ambazonia, ça veut dire quoi? Ça ne veut rien dire pour moi. Le problème, c'est que ces gens, ce n'est pas normal que Sonara produise le pétrole dans leur région et qu'ils n'en profitent pas. Et quand vous le leur donnez, c'est comme si vous jetez des morceaux, des os à un chien. Alors que c'est un patrimoine d'abord régional avant d'être national. Voilà les réalités, M. Dipita. Et que diriez-vous à vos confrères anglophones, les avocats notamment? Le mouvement a dépassé
le cadre de leurs propres revendications. À qui d'ailleurs je vais m'adresser puisqu'on les a arrêtés? Ils sont dans les cellules. Pourquoi a-t-on fait cela? Si j'avais été à la place du bâtonnier, j'organiserais dès le lendemain, j'aurais organisé au lendemain de leur arrestation une réunion. Et pendant ce temps, il y avait du folklore au ministère de la Justice, on recevait le code traduit pendant que vos confrères sont dans les cellules. C'est inadmissible. Au cours de cette cérémonie, on saisit la circonstance pour poser le problème. Maître Célestin Kangoum, nous en sommes à la fin. Je vous dis merci d'être venu échanger ces questions-là avec nous et en espérant qu'on aura d'autres occasions. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité, Monsieur Duputa. Merci. Je voudrais rappeler à nos téléspectateurs également qu'au moment où on entrait dans ce studio, il y a eu des informations qui faisaient état de ce que le président Aya Paul, président du PAP, un parti politique, donc un homme politique de l'opposition, par ailleurs avocat général, a été interpellé à Yaoundé. Nous avons eu au téléphone justement une trentaine de minutes avant d'entrer dans ce studio. Il nous a fait savoir qu'effectivement il a reçu des éléments des forces de l'ordre dans son bureau qui lui ont demandé de le suivre, mais il leur a opposé là-bas et qu'il est convoqué demain au niveau du secrétariat d'État à la Défense. Donc on va suivre ça de près et certainement, évidemment, vous rendre compte. Merci d'avoir regardé cette édition de Entretien avec. On est avec Maître Célestin Kangoum. On a reparcouru l'actualité, notamment marquée parce qu'il est désormais qualifié de très anglophone. Bonsoir et à jeudi prochain pour une autre édition de Entretien avec. STV, your TV.